Salut les passionnés d'automobile et bienvenue à ce Deep Dive, spécialement concocté pour vous, fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on délaisse un peu les vieilles carrosseries pour se plonger dans l'histoire d'une marque qui fait rêver, mais dont les origines sont souvent méconnues, Barbeau et BMW. Attachez vos ceintures, on a des archives fascinantes à explorer ce soir. Ah oui, BMW, ce n'est pas juste une marque, c'est une saga. Et vous allez voir, elle est pleine de rebondissements, d'innovations et parfois même de zones d'ombre. Alors, on commence par le commencement. BMW, c'est quoi au départ? Beaucoup de gens pensent voiture de sport, mais l'histoire est bien plus complexe que ça, n'est-ce pas? Exactement. Imaginez-vous un 1916. L'Europe est en pleine Première Guerre mondiale. Et la future icône du luxe automobile fabrique des moteurs d'avion. Des moteurs d'avion, des Senemidja et des vies, Ménégitev. C'est incroyable, vous! On est loin des bolides rutilants qu'on voit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on passe des champs de bataille aux circuits de course? Raconte-moi cette histoire. Il faut remonter aux origines de l'entreprise. BMW, c'est Bayerisch Motorenwerk, littéralement usine bavaroise de moteurs. Mais avant de s'appeler BMW, il y a eu deux entreprises distinctes. Rapp Motorenwerk, fondé par Karl Rapp en 1913, et Gustav Otto Flugmaschinenfabrik, créé par Gustav Otto, le fils du célèbre inventeur du moteur à combustion interne, Niccolo Otto. Ah, donc BMW est né d'une fusion. Intéressant. Ces deux entreprises, elles étaient concurrentes à la base. Absolument. Et figurez-vous que Rapp Motorenwerk fournissait des moteurs à l'armée, tandis que Gustav Otto construisait des avions complets. Mais la guerre va tout changer. Face aux besoins croissants de l'armée allemande en moteurs d'avions performants, l'État pousse les deux entreprises à fusionner en 1916, donnant naissance à Bayerisch Flugzeugwerk. Ou BFW. C'est donc l'ancêtre de BMW. Mais comment on passe de BMW à BMW? Et surtout, pourquoi ce changement de nom? C'est là qu'un personnage clé entre en scène rencontré. Franz-Josef Popp, un ingénieur autrichien, envoyé initialement par Austro-Daimler pour superviser Rapp Motorenwerk. Popp, visionnaire, voit le potentiel de l'entreprise et pousse à une réorganisation. En 1917, Rapp quitte l'entreprise. Et c'est à ce moment que Rapp Motorenwerk est renommé Bayerisch Motorenwerk GmbH, puis Bayerisch Motorenwerk AG en 1918. Donc le nom BMW existait déjà, avant même la naissance officielle de la marque. C'est ça. Et ce nom, ainsi que les actifs liés à la production de moteurs, seront finalement transférés à BMW en 1922. C'est à partir de cette date que BMW devient officiellement BMW, récupérant le nom créé quelques années plus tôt. C'est une histoire assez complexe finalement. Mais revenons à l'après-guerre. Avec le traité de Versailles qui interdit à l'Allemagne de fabriquer des avions militaires, BMW se retrouve dans une situation délicate. Comment s'en sortent-ils? C'est la crise. Imaginez. Interdiction de produire des moteurs d'avion, usine en ruine. BMW doit faire preuve d'ingéniosité pour survivre. Et c'est là qu'il démontre une incroyable capacité d'adaptation. On m'a raconté qu'ils se sont lancés dans la fabrication d'ustensiles de cuisine et des vélos. Pas vraiment l'image du luxe et de la performance qu'on associe à BMW aujourd'hui. Et oui, il faut bien s'adapter à l'évier à ville, s'oblige alors de toute tasse. Casseroles, poêles, meubles de cuisine, vélos, ils fabriquent même des freins de trait. En parallèle, ils continuent à fabriquer des moteurs. Mais cette fois, pour des applications civiles, bateaux, autobus, camions, bref, ils font feu de tout bois pour rester à flot. C'est assez impressionnant, ces débrouillardises Molotov, mais on sent bien que le cœur de BMW, ce sont les moteurs. Et cet amour des moteurs va les mener vers un nouveau chapitre de leur histoire, la moto. Tout à fait. En 1921, BMW se lance dans la fabrication de moteurs pour d'autres constructeurs de motos, mais très vite. L'idée de créer leur propre moto fait son chemin. Et c'est là que Max Frisch, le brillant ingénieur qui avait conçu le fameux moteur d'avion BMW AVR, et ce, entre en scène belle. Exactement. Et en 1923, sous la houlette de Fries, la première moto BMW voit le jour, la Legend R32 2. Une moto révolutionnaire pour son époque. Révolutionnaire, raconte ce qui la rend si spéciale. Imaginez, la R32. C'est la première moto à être équipée d'un moteur boxé bicylindre à plat, une architecture qui deviendra une signature de la marque. Les cylindres sont disposés transversalement, ce qui permet d'abaisser le centre de gravité et d'améliorer la tenue de route. Et ce n'est pas tout. Free opte également pour une transmission par cardan, plus fiable et nécessitant moins d'entretien que les chaînes ou les courroies utilisées à l'époque. Alors cette R32, c'est un succès. Un triomphe. La R32 est saluée pour ses qualités de fabrication, sa fiabilité et ses performances. Elle pose les bases de la réputation d'excellence, qui fera la renommée des motos BMW. C'est fascinant de voir comment. En quelques années seulement, BMW a réussi à se réinventer après la guerre. Les moteurs d'avions moto. Ils ont montré une capacité d'adaptation hors du commun. Mais il manque encore un chapitre à leur histoire. Non. Oh, l'histoire. What is it? La voiture. Et c'est ce qu'on va explorer dans la deuxième partie de notre deep dive. Alors, on reprend notre voyage dans le temps au cœur de l'histoire de BMW. On les a laissés sur les chapeaux de roue avec leur moto révolutionnaire.
la R32. Mais leur ambition ne s'arrête pas là. Ils ont les yeux rivés sur un nouvel horizon, la voiture. Oui, on imagine bien qu'à un moment donné, l'appel du 4 roues a été trop fort. Mais comment s'y prennent-ils pour entrer dans ce nouveau monde? Est-ce qu'ils conçoivent un modèle révolutionnaire à l'image de la R32? Pas vraiment. En 1928, BMW choisit la voie la plus rapide, le rachat d'un constructeur automobile en difficulté. Fahrzeugfabrik Eisenach, situé en Thuringe. Fahrzeugfabrik Eisenach. Ce nom ne me dit rien du tout. C'est normal, à l'époque cette entreprise fabrique sous licence une petite voiture anglaise, l'Austin 7. Elle est commercialisée en Allemagne sous le nom de Dixie. Ah, la Dixie. J'en ai déjà vu dans des musées. Une petite voiture assez basique, non vrai? On est loin des BMW luxueuses qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. BMW ne cherche pas à révolutionner le marché automobile. Du moins pas tout de suite. Ils veulent d'abord s'assurer une place dans ce secteur en pleine expansion. Et pour ça, quoi de mieux que de s'appuyer sur un modèle existant et déjà populaire? Donc la première voiture vendue sous le nom de BMW est en fait une Austin 7 rebadgée. Pas très glorieux pour une marque qui deviendra un symbole de prestige. Ouais. Mais il faut bien commencer quelque part. La Dixie rebaptisée BMW Dixie puis BMW 315 leur permet de mettre un pied dans le monde automobile. BMW apporte quelques modifications mineures, mais la base reste la même. C'est une stratégie pragmatique. Profiter de la notoriété de l'Austin 7 pour s'implanter sur le marché. Et ça marche. Cette stratégie de rachat porte ses fruits. Plutôt bien, oui. BMW profite de la popularité de l'Austin 7 pour se faire un nom dans le monde automobile. Et puis petit à petit, ils commencent à développer leur propre modèle. Par exemple, en 1932, ils sortent la BMW 3 amants. Leur première voiture entièrement conçue en interne, elle est toujours basée sur l'Austin 7. Mais avec un moteur 4 cylindres développé par BMW, c'est une étape importante. Ils commencent à affirmer leur identité, à montrer qu'ils ne sont pas juste des assembleurs. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la fameuse calandre double haricot, ce qui est devenu un élément emblématique du design BMW. Presque d'où les voit attendre encore un an. En 1933, BMW sort la 3 en 3, une voiture plus grande, plus puissante. Et surtout, dotée de cette calandre si particulière. La 3 en 3, c'est donc la première vraie BMW, avec son propre style et sa propre identité. Oui, on peut le dire. Et ce n'est pas tout. La 3 en 3 est aussi la première BMW à être équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne, une autre caractéristique qui deviendra indissociable de l'image de la marque. Le 6 cylindres en ligne, un moteur mythique, on le retrouve encore aujourd'hui dans de nombreux modèles BMW. Exactement. Avec la 3 en 3, BMW commence à montrer ses muscles. Ils ne se contentent plus de copier les autres. Ils innovent et créent leur propre style. Et ce style, il va s'exprimer pleinement avec la BMW Bank 328. N'est-ce pas d'accord? Une voiture qui devient une légende. Tant pour son élégance que pour ses performances. Absolument. La 328, sortie en 1936, c'est un chef-d'œuvre, un design fluide et sportif. Un moteur 6 cylindres en ligne puissant et fiable. Elle remporte de nombreuses victoires en compétition, notamment aux 24 heures du Mans. La 328, c'est la voiture qui assoit définitivement la réputation de BMW, comme constructeur de voitures sportives performantes. Oui, c'est ça. Et cette réputation, ils vont la cultiver tout au long des années 30, avec des modèles comme la 326, une berline luxueuse, ou la 335, un coupé élégant. BMW devient un acteur majeur de l'industrie automobile allemande. On est loin des casseroles et des vélos de l'après-guerre. BMW a vraiment réussi son pari de devenir un constructeur automobile à part entière. Oui, c'est une réussite remarquable. Mais cette période faste va malheureusement être interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, la guerre. Un chapitre sombre de l'histoire de BMW. Ils vont être mobilisés pour l'effort de guerre, n'est-ce pas? Oui, comme beaucoup d'entreprises allemandes. BMW va être mis à contribution par le régime nazi, et là encore, ce sont leurs moteurs d'avion qui vont être sollicités. C'est un retour aux sources en quelque sorte, mais cette période de guerre va laisser des traces douloureuses dans l'histoire de BMW. Effectivement, BMW va être accusé d'avoir utilisé du travail forcé dans ses usines pendant la guerre, un épisode sombre qu'ils ont mis du temps à assumer. Après la guerre, BMW se retrouve dans une situation encore plus difficile qu'en 1918. Usine détruite, image ternie. Comment vont-ils repartir de zéro? C'est une longue et difficile reconstruction. Comme après la Première Guerre mondiale, ils recommencent par fabriquer des produits de première nécessité. Vélos, ustensiles de cuisine. Mais leur objectif est clair, reprendre la production de motos des voitures dès que possible. Et c'est ce qu'ils vont faire avec une ténacité admirable. D'abord les motos en 1948, puis les voitures en 1952, avec la BMW Low 1. Oui, la 501. C'est un symbole de renaissance pour BMW. Une berline luxueuse élégante, qui marque leur retour sur le marché automobile. Mais la 500 est un échec commercial, non. BMW traverse une nouvelle période de turbulence financière. Il frôle même la faillite. Oui, c'est une période critique. En 1959, BMW est au bord du gouffre. Ils sont à 2 doigts d'être rachetés par Daimler-Benz, leur grand rival. Mais un homme va changer le cours de l'histoire. Herbert, quand l'homme qui a sauvé BMW.
C'est grâce à lui que la marque existe encore aujourd'hui. Exactement, Herbert. Quand un industriel allemand décide d'investir massivement dans BMW, il croit en leur potentiel et refuse de les voir disparaître. Son intervention est décisive. BMW va pouvoir poursuivre son aventure et devenir le géant qu'on connaît aujourd'hui. L'histoire de BMW est vraiment incroyable. De leur début comme fabricant de moteurs d'avion à leur statut actuel de leader mondial du marché automobile premium. Ils ont traversé des épreuves et des succès extraordinaires. C'est une saga industrielle qui force l'admiration. Tout à fait. Et ce n'est pas fini. Dans la troisième partie de notre deep dive, on va explorer l'ascension fulgurante de BMW dans les années 60 et 70. On parlera de la E-Classe, de la série 3 à la série 5. Et on verra comment BMW s'est imposé comme un symbole de performance, d'innovation et de luxe. Restez avec nous. Alors on reprend notre exploration de l'histoire de BMW. On les a laissés à un moment charnière sauvés de la faillite par Herbert, quand ils sont prêts pour un nouveau départ. Oui, c'est le début des années 60. Une période d'optimisme et de croissance économique en Allemagne, le marché automobile explose. Et BMW est bien décidé à prendre sa part du gâteau. Mais comment vont-ils s'y prendre? Quel est leur plan pour conquérir le cœur des automobilistes? Leur plan, c'est la E-Classe, la nouvelle classe. Une gamme de berlines sportives qui va révolutionner l'image de BMW et poser les bases de leur succès mondial. La E-Classe, c'est un peu le Big Bang de BMW. C'est là que tout bascule, non? Exactement. La première voiture de cette nouvelle gamme, c'est la BMW 1500, présentée au Salon de Francfort en 1960. Un véritable coup de tonnerre. Raconte-moi, qu'est-ce qui rend la 1500 si spéciale? Qu'est-ce qui la distingue des autres voitures de l'époque? D'abord, son design plus moderne, plus dynamique que les modèles précédents. Ensuite, sa motorisation BMW revient à ses fondamentaux. Un moteur 4 cylindres en ligne, puissant et nerveux. Et puis, il y a les innovations techniques. La 1500 est équipée de freins à disque à l'avant, une suspension indépendante aux 4 roues, des équipements qui améliorent considérablement le comportement routier et le confort de conduite. C'est une voiture qui a tout pour plaire, et le public. Comment réagit-il à cette nouvelle BMW Bar? La 1500 est un succès immédiat. Les commandes affluent, BMW a du mal à suivre la demande. La E-Classe est lancée et elle va se décliner en plusieurs modèles. La 1600, la 1800 et la 2000 bassins, des berlines sportives élégantes, qui séduisent une nouvelle génération d'automobilistes. Et c'est à partir de cette E-Classe que BMW va développer les gammes qui feront leur succès. La série 3, la série 5. Tout à fait. En 1972, BMW lance la première génération de la série 5. Une berline plus grande, plus luxueuse que la E-Classe, mais qui conserve son esprit sportif. La série 5, c'est le modèle qui va vraiment asseoir BMW sur le segment des berlines premium, n'est-ce pas? Exactement. Et 3 ans plus tard, en 1975, arrive la série 3, une berline compacte agile qui reprend la formule gagnante de la E-Classe, un design sportif, un moteur performant, une tenue de route exceptionnelle. La série 3, c'est le best-seller de BMW, le modèle qui va les propulser au sommet des ventes mondiales. Oui, c'est ça. La série 3 devient rapidement une référence sur son segment. Elle incarne parfaitement l'image que BMW veut donner de sa marque. Sportivité, dynamisme, élégance. Et BMW ne s'arrête pas là. Ils continuent à innover et à élargir leur gamme. Oui, absolument. En 1976, ils lancent la série 6, un coupé luxueux et sportif. Et en 1978, le tour de la série 7, leur berline haut de gamme, de faire son apparition. BMW se positionne sur tous les segments du marché premium. Ils ont une voiture pour chaque besoin, chaque envie. Et surtout, ils ne perdent jamais de vue leur ADN. La performance. Le plaisir de conduire l'innovation technologique. Et puis il y a la création de BMW Motorsport GmbH en 1972, qui deviendra plus tard BMW M GmbH, la division sportive de BMW qui va donner naissance à des modèles mythiques comme la M1, la M3, la M5. BMW M GmbH, c'est la cerise sur le gâteau. Il repousse les limites de la performance, créant des voitures d'exception qui font rêver les passionnés d'automobile. Avec BMW M, la marque entre dans une nouvelle dimension. Ils deviennent un symbole de puissance, de sportivité, d'exclusivité. Absolument. Les années 80 et 90 y voient BMW poursuivre sur sa lancée. Nouveaux modèles, nouvelles technologies, nouvelles conquêtes. Il s'impose comme un leader mondial de l'industrie automobile. On a parlé des succès des innovations, mais est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pour BMW durant ces années de croissance? Bien sûr. Comme toute entreprise, BMW a connu des hauts et des bas. Le rachat du groupe Rover en 1984, par exemple, s'est soldé par un échec cuisant. Le groupe Rover, c'est un pari risqué pour BMW. Ils voulaient s'implanter sur le marché des voitures populaires, mais ça n'a pas fonctionné. Exactement. BMW a sous-estimé les difficultés de l'intégration de Rover. Différence de culture de management, de stratégie, le mariage n'a pas pris. Mais BMW a su rebondir après cet échec. Oui, ils ont tiré les leçons de cette expérience et se sont concentrés sur leurs points forts, les voitures premium, les SUV
les modèles sportifs. Et puis, il y a eu le lancement de la marque Mini en 2001. Un véritable succès qui a permis à BMW de conquérir un nouveau public. La Mini, c'est un coup de génie. Ils ont réussi à moderniser une voiture iconique tout en conservant son charme et son esprit original. Et puis, il y a eu l'acquisition de Rolls-Royce en 1988, BMW, s'offre ainsi une marque mythique synonyme de luxe et de prestige. Avec Rolls-Royce, BMW atteint le sommet de la pyramide automobile. Ils ont désormais une marque pour chaque segment. Chaque ambition. Aujourd'hui, BMW est un groupe automobile mondial, présent sur tous les continents, avec une gamme de produits extrêmement diversifiés. Voitures, motos, véhicules électriques, hybrides. Ils continuent à innover et à investir dans de nouvelles technologies, à repousser les limites du possible. L'histoire de BMW est un exemple fascinant de réussite entrepreneuriale. De leur début modeste comme fabricant de moteurs d'avion à leur statut actuel de géant de l'automobile, ils ont su s'adapter, innover, se réinventer pour rester au sommet. Une véritable success story à l'allemande. Absolument, merci de nous avoir suivis pour ce deep dive dans l'histoire de BMW, concocté spécialement pour Vintage Car Chronicles. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles vous attend chaque jour pour de nouvelles aventures automobiles. À bientôt.